Je viens vous parler de quelque chose que je ne connais pas, malheureusement. Donc je suis un imposteur, je suis navré. Je n'ai pas fait de crise cardiaque, je n'ai pas fait d'accident vasculaire cérébral, et je n'ai encore moins une artériopathie des membres inférieurs ou insuffisance artérielle. Donc ce que je me permets d'exposer aujourd'hui, je parle sous caution, puisqu'il y a des personnes ici qui sont plus alertes que moi pour en parler, parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, et probablement ça change beaucoup de choses. Alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris et ce que j'ai récolté comme information depuis environ une quinzaine d'années où je travaille dans le milieu des maladies cardiovasculaires en réadaptation. Ça a été mon premier stage d'interne il y a quelques années et ce n'était pas du tout la même chose que maintenant. Comme vous l'a dit François Mack, depuis une trentaine d'années en particulier, donc ça fait pas si longtemps que ça, beaucoup de choses ont changé et une des choses qui a changé de manière majeure, c'est que les gens survivent, même après un arrêt cardio-respiratoire. Et en réhabilitation, en beau séjour, on voit des personnes effectivement qui ont eu 1 ou 2 arrêts cardio-respiratoires et qui vont avoir à vivre avec cette situation qui a été parfois extrêmement pénible pour eux, mais aussi pour leurs proches. Alors ce dont je vais parler maintenant, c'est ça. C'est qu'un accident cardiovasculaire, un événement cardiovasculaire, fût-il banal, c'est toujours un choc. C'est quelque chose qui est peut-être évident pour certains, mais rarement acquis comme étant banal. Et ceci a une influence, que ce soit sur un territoire cérébral, que ce soit sur un territoire coronarien, ou que ce soit sur un territoire artériel des membres inférieurs. Petit symptôme, c'est pas forcément petit problème. Petit symptôme égale, je me pose des questions sur qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je peux mettre comme sens à ce qui m'arrive ? Est-ce que je suis en capacité d'utiliser les signes que je ressens dans mon corps pour en parler comme étant une cause d'une maladie écrite dans les livres, qui arrive souvent chez les autres. Pour ma part, j'ai entendu beaucoup de signes de la maladie cardiovasculaire et de ses représentations qui n'ont rien à voir très précisément avec les mots qu'utilisent les médecins, dont je fais partie, pour parler de cet événement. Une des causes de la difficulté de repérer les signes, c'est d'être en capacité de les internaliser dans sa chair et d'y faire sens. Alors, bien sûr, votre épouse, votre mari, votre enfant, mieux informé que vous, ou peut-être plus au fait de sa raison à ce moment-là, va vous dire c'est peut-être quand même un infarctus. Et dans ma perception des choses, et surtout dans les moments où j'ai entendu des personnes parler de ces moments-là, la première chose qui a été mise en exergue, c'est que c'est impensable d'accepter qu'on soit dans ce casting qui serait de faire une maladie potentiellement grave et potentiellement mortelle. C'est pas tant le défaut des signes que l'idée que ça va mal se passer par la suite. C'est pas tant le fait des signes que le fait que ça peut avoir une influence chez les autres. C'est pas tant le fait des signes seulement que l'incompréhension de l'idée que l'on puisse aller mieux après. La crise, c'est vécu souvent comme un échec. Or, peut-être dans le monde dans lequel nous vivons, l'idée de la crise, c'est plutôt une résolution de problèmes. Et donc, il y a une issue. La différence, c'est qu'ici, dans la crise, l'agent causal est interne et non pas à l'extérieur. Difficile de se penser aussi comme responsable d'une situation ou coupable de cette situation sans envisager qu'en plus il y ait un châtiment. Et la tête peut penser des choses qui sont extrêmement envahissantes à ce moment-là, avant même d'arriver à l'hôpital. Combien de fois j'ai entendu, on a dû me prendre, me mettre dans un hôpital et me tirer pour y aller, je ne voulais pas y aller. Combien de temps j'ai entendu des personnes dire, j'ai négocié pour ne pas y aller tout de suite. Combien de temps j'ai entendu des personnes essayer de faire des exercices physiques, voire courir pour se prouver qu'il n'avait pas un infarctus. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « j'attends, on verra bien ». Mais le temps est du muscle cardiaque, le temps c'est aussi du cerveau, le temps c'est aussi une récupération artérielle lorsque les choses ne vont pas très bien. Alors est-ce que je vais mourir et est-ce que c'est possible de penser 2 choses ? Je souffre, je dois en faire quelque chose, mais je peux aussi aller mieux et accepter de me faire aider. Est-ce que je dois demander de l'aide ? Alors nous ici qui sommes des soignants, il paraît que nous sommes des malades potentiels, mais il y a quelque chose que nous n'avons pas, et pour l'avoir expérimenté dans des formations professionnelles de soignants, c'est que nous sommes dans l'incapacité de demander de l'aide très souvent. Dans le cas d'une crise, l'idée d'accepter de l'aide, c'est entendre aussi qu'on a le droit de ne pas tout savoir. C'est aussi entendre qu'il faudra composer avec les autres et faire des changements, et que peut-être on ne sera pas d'accord de faire des changements. Et déjà, dans le début de la crise, il y a des négociations qui peuvent avoir lieu.
Malgré ce qu'on a entendu de la capacité technique d'intervenir, il y a quelque chose autour de lâcher prise et prendre le temps d'accepter des autres aussi de recevoir de l'aide dans ce moment-là. Peut-être pas toute l'aide, pas rien faire, déjà de dire qu'on va bien, déjà de dire qu'on a des symptômes, c'est un élément extrêmement important. C'est déjà très aidant pour les soignants d'entendre aussi la plainte, ce qui se passe à l'intérieur, comment on aimerait être aidé, comment on voudrait participer. Probablement, c'est déjà un moyen de commencer à cicatriser. Demander de l'aide, au fond, c'est commencer à parier sur l'avenir et d'aller bien. Et mes proches, ça c'est une des questions qui revient souvent. Je dois rester solide, je dois rester là le plus longtemps possible. Je dois surtout ne rien dire et avancer. Et mes proches, qu'est-ce qu'ils en pensent? Sont-ils des gens experts de cette situation? Et comment ils pourraient m'aider? Je ne vais pas en plus les affliger de cette situation qui me fait peur, et je ne vais pas en plus les accaparer de leur temps, alors qu'ils sont déjà soucieux. Je dois tenir et faire face. Et puis, si l'issue est au bout, comment on a négocié ce qui se passerait après? Pour moi, d'accord, mes enfants, ma famille, comment je fais avec ça? Penser l'impensable, accepter de se faire soigner, accepter de mettre des mots sur les signes, accepter d'aller à l'hôpital, de faire des soins, au moment de la crise, c'est aussi accepter que sa famille vive bien et décide d'aller bien pour la suite et probablement être assez fier d'avoir pu protéger et aller au bout de son rôle d'être humain, de père, de frère, de sœur, d'ami. Et parce que ça peut passer, ce que vous disiez François Mac est extrêmement fort aussi, et je pense que nos collègues neurologues aussi, c'est que la vérité c'est que ça va passer. Ça va même très bien se passer la plupart du temps si le temps est suffisamment proche entre les signes et le moment où les choses arrivent. Ça va passer même si c'est un infarctus, ça va passer même si c'est un accident vasculaire cérébral, ça va passer probablement aussi si on fait des soins d'insuffisance artérielle des membres inférieurs. Et même dans les situations où on a l'impression que tout est gelé, il peut éclore quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un de nouveau très souvent. Et c'est assez surprenant que quand le choc est passé, quand les gens décident de se dire « je reçois de l'aide », qu'ils vont vivre, au fond, ils sont déjà en train de dire quels sont leurs projets pour l'avenir. Et là, la reconstruction a déjà lieu. Je suis sûr que si on mettait une petite sonde physiologique pour voir ce qui se passe à l'intérieur, il y aurait un tas d'hormones et un tas de produits inflammatoires qui vont beaucoup mieux lorsqu'on a déjà commencé à penser à ce qu'on va vivre. Et puis, je suis guéri, ça c'est une vraie question qui se pose, car quand on est dans le monde médical, quand on parle de l'accident cardiovasculaire ou des accidents neurovasculaires ou de l'insuffisance artérielle, on parle d'accident. Or, tout le reste autour des accidents, c'est la vie. Donc, un petit événement énorme en conséquence, c'est très peu de temps dans la vie. Et tout le reste du temps, qu'est-ce que je veux faire avec ça? C'est quoi être guéri? C'est ne plus avoir de symptômes, auquel cas, après une pose de stent, après une réparation chirurgicale ou après une intervention sur les artères des membres inférieurs, est-ce qu'on peut dire que l'on est guéri? Est-ce que c'est parce que je ne prends plus de médicaments que je suis guéri? Et si mes organes n'ont pas été en capacité, ou si je n'ai pas entendu dans ma mode de fonctionnement que finalement quelque chose se passait précédemment, parce que j'avais du diabète, parce que j'étais hypertendu, parce que j'avais un peu de cholestérol, ou parce que j'étais légèrement sédentaire, est-ce que je peux prétendre à dire que je suis guéri lorsque j'ai eu une réparation, fût-elle la plus académiquement recevable, même si je n'ai plus de symptômes? Et puis comment je suis à l'aise avec ça pour définir la ligne de conduite pour la suite? Et en particulier, est-ce que je peux guérir mon environnement qui peut avoir aussi un impact sur le fait que je sois ou pas malade? Est-ce que je peux dire que je suis guéri lorsque j'accepte d'être exposé à un stress chronique au travail, ou que je ne peux pas prendre le temps de m'occuper de moi, ou lorsque j'ai plusieurs choses à faire en rentrant à la maison et que je n'ai pas de temps non plus pour équilibrer mes menus ou faire mes courses comme je le souhaiterais? Est-ce que je peux dire que je suis guéri dès lors que je ne suis pas conscient que l'alimentation qui est autour de moi n'est pas favorable à mes transformations comportementales? Vous me direz, probablement chacun est responsable. Sauf que, quand même, se changer, c'est déjà un boulot en soi. Alors changer le monde autour quand on est malade, c'est pas évident. Ah, c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la négociation. Si je commence à vouloir vivre, alors peut-être je suis peut-être prêt à accepter de nouvelles choses. Et le temps de la négociation, c'est un temps que les soignants connaissent bien, mais que vous aussi, si vous avez eu déjà affronté des changements dans votre réalité, qui commence à raconter que vous penchez plutôt du côté de « je ne vais pas rester avec la colère, de l'injustice », du fait de ne pas avoir voulu rentrer dans ce casting, du fait que vous avez toujours fait bien pour améliorer votre vie, et tout le monde en est sûr,
Et vous êtes donc d'accord de dire que peut-être il y a des choses qui seraient à changer. Et là, quoi faire? Et cette question de qu'est-ce qu'on va apprendre dépend aussi du temps où on se situe par rapport à la crise. Parce que si on décide de faire un enseignement en plein milieu de la perturbation émotionnelle qui est liée à ce qui s'est passé dans le choc, alors on a tout faux. Si on essaie de faire un enseignement en essayant de vouloir transformer les gens alors qu'ils sont en pleine reconstruction et qu'ils n'ont même pas compris ce qui s'était passé, on n'a peut-être pas tout à fait raison. Par contre, si on soutient les envies de changement, si on permet aux gens de se sentir en sécurité, si on permet aux gens de faire déjà des projets pour la suite, alors on est déjà en train d'enseigner et de les amener à réfléchir sur ce que sera leur vie et ce qu'ils mettront en place pour modifier leur vie. Dit Confucius, on a 2 vies et la seconde commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Probablement on en a même plusieurs quand on fait plusieurs infarctus successifs. Peut-être même on en a plusieurs quand on a fait un infarctus puis un accident vasculaire cérébral. Penser l'impensable, c'est accepter aussi de se transformer et de continuer à vouloir vivre. Et c'est un vrai travail dont je pense que chacun d'entre vous avait déjà eu conscience plusieurs fois. Et c'est l'un des travaux de l'enseignement. Quand on apprend, c'est aussi qu'on a envie de vivre et qu'on a les moyens de changer. En particulier, pas tout. Un battement de papillon, c'est très poétique, fait déjà une jolie onde. Regardez un peu ce qui peut changer tout autour. Parfois, on a l'impression que la montagne est immense, que la mer à traverser est vraiment imbuvable et qu'on va y couler, mais peut-être simplement un petit changement a une importance. Et chaque petit changement a une influence sur l'ensemble de l'organisme, et parfois même, ça va jusqu'à changer les familles, changer l'univers de travail. Ça vaut donc la peine de se mobiliser parce que, même si on ne peut pas y arriver seul, et que ça ne paraît pas évident de sortir d'un bocal pour aller dans un autre, eh bien quand même, l'énergie de vie, le désir de vivre, ce à quoi on tient, peut être un élément promoteur pour changer les choses. Et parfois, ça ne vient pas des patients, ça ne vient pas des personnes qui sont en situation de maladie, mais ça vient de leurs proches, et ça vient parfois des soignants. Ça vient aussi d'autres patients qui sont ici dans la salle, qui viennent témoigner à Beau Séjour dans les cadres de la réadaptation pour leur dire « il y a de l'espoir, ça vaut la peine de se mobiliser ». Quand on est dans une situation de crise, c'est très important d'entendre que ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils le feront tout seuls, mais c'est bien de faire seul en étant aidé. Et le changement, les changements, devrais-je dire, eh bien, ils sont déjà commencés quand on sort de son lit d'hospitalisation dans la phase aiguë. Ils ont déjà changé parce qu'il va falloir accepter de prendre des traitements médicamenteux. Ce n'est pas normal de prendre des traitements médicamenteux. Ce n'est pas normal de se brosser les dents tous les jours. C'est une activité consciente et nécessaire, utile. Ça veut dire qu'il y a un travail d'acceptation du fait aussi de prendre des traitements, non pas pour prendre des médicaments, mais pour aller mieux. C'est le désir de vivre qui s'exprime à chaque fois qu'un médicament est mis dans la bouche et non pas l'idée d'être malade. C'est à ça qu'on s'oppose régulièrement dans les arrêts de traitement. On devrait dire, se laver les dents à chaque heure, ce serait une aberration. On ne se lave pas les dents parce qu'on doit se laver les dents. On ne prend pas un médicament parce qu'on prend un médicament, on prend un médicament aussi parce qu'il a une influence sur la santé. Et à chaque fois qu'on prend un médicament, on exerce sa liberté de son choix et la décision vraiment de rester en vie pour soi et pour les autres. C'est vraiment un acte de foi et aussi un acte de volonté, parce qu'on ne sent pas dans son corps ces transformations. Ça veut dire qu'un encouragement est nécessaire et utile. Et bravo à tous ceux qui prennent des médicaments régulièrement. Même si vous les prenez moins que ce qui est prévu, c'est déjà extrêmement bien. Je ne peux que vous encourager à être félicité de le faire tous les jours. J'ai envie de mieux vivre, ça c'est la chose qui arrive quand on est en 3e semaine à Beau Séjour. Et c'est impressionnant. François Mac disait, quoi que vous fassiez, faites quelque chose. Et peut-être une chose que vous pouvez faire, c'est bouger. Quand votre corps bouge, quand vous vous mobilisez, votre vie arrive. Et quand on fait de l'activité physique, en particulier lorsqu'il y a eu une situation comme celle dont on vient d'exprimer, alors tout change. Même des possibilités qui n'étaient pas offertes jusqu'à ce présent deviennent possibles. Beaucoup de gens disent « Eh bien, je ne m'imaginais même pas être en capacité de faire ça encore. J'ai jamais pensé que même à mon âge, je serais encore capable de faire ça. » Combien de fois j'ai entendu des personnes dire « Eh bien, mon chat, il peut rester tranquille au coin de la fenêtre. Moi, c'est fini, je sors. » Plusieurs fois. Et j'ai entendu dire des choses autour de ça, et je suis avec toute humilité ici le récipiendaire des histoires que j'ai entendues, autant pour changer mon propre mode de compréhension de la maladie cardiovasculaire que l'idée aussi que cet espoir est toujours possible. Et qu'en fait,
quand les choses sont mises en place, et en particulier lorsque une équipe interdisciplinaire travaille et que le patient fait partie de cette équipe interdisciplinaire, beaucoup de choses sont à raconter dans un team efficace, parce que la vie c'est précieux, et on ne le fait pas pour le faire, mais parce qu'on aime ses proches, et qu'on a envie qu'ils soient fiers de nous, et qu'on puisse faire notre métier d'homme ou de femme. Alors j'ai besoin d'apprendre, évidemment, c'est peut-être un temps qui va venir un peu plus tard. Et puis je vous ai mis une jolie image de fleurs, parce qu'on pourrait mettre plusieurs pétales. Moi j'aime bien les roses à multiples fleurs, à multiples feuilles, qu'on appelle les roses sans feuilles, qui sont extrêmement odorantes. Celle-ci est peut-être moins agréable à renifler, mais elle raconte beaucoup de choses très précises de ce qu'il y aurait besoin d'apprendre. Des éléments techniques, parce qu'on a le droit de ne pas savoir quoi faire, des éléments purement en rapport avec comment je vais me placer, être motivé par rapport à l'envie de changer, mais aussi des éléments autour de comment il va falloir mobiliser mon entourage. Et puis, quand les choses commencent à avancer, petit à petit, la mise à bout des petits éléments qui sont mis en place, que ce soit dans la chaîne de la cascade des soins, mais aussi des activités mises en place, changement d'alimentation, reprise de l'activité physique, reprise de confiance en soi tout simplement, ou simplement reprendre le travail, alors tout va se transformer. Je me sens à nouveau capable, mon corps ne m'a pas trahi, il y avait juste besoin d'une réparation, d'un petit coup d'huile, et puis maintenant un peu de motivation, et ça va avancer. Toujours pas tout seul, mais chaque fois que je mesure un nouveau pas, chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, je suis récompensé, et je peux même faire des projets pour l'avenir. Et ça, c'est incroyable. Une des choses que j'ai entendues, c'est que des raisons de se mobiliser, elles sont nombreuses. On les a entendues ici, c'est très cognitif. En particulier, quand on a compris que certains éléments que l'on faisait dans la vie peuvent avoir une influence sur sa durée de vie et qu'on est capable de modifier ce cours qui n'est pas inéluctable, alors ça change l'idée de la santé. Pas de la maladie cardiovasculaire, mais le fait de se sentir en santé, même après les accidents cardiovasculaires. C'était si simple à dire, évidemment, hein. Il n'y avait qu'à identifier sur quoi je pouvais agir. Pédaler dans un fitness, ça ne me convient pas, alors je marche chaque jour au moins 30 minutes. Il a fallu que je m'organise et ma famille m'a aidé. Au travail, ils ont compris que je n'étais pas incapable. J'ai pu enfin mettre des limites à mes horaires. Je me souviens très bien d'un banquier qui travaillait en banque privée qui m'a dit que son infarctus avait révolutionné son travail puisqu'ils avaient installé une salle de fitness, aménagé les horaires et qu'ils avaient fait des rotations sur les expositions aux zones de stress. Et la vie continue. Et c'est ça ce qui s'impose à nous. Nous n'avons pas le choix. La vie continue. Mais quelle vie l'on veut, ça va dépendre de ce qu'on veut apprendre et comment on peut apprendre. Et chaque personne est différente dans ses besoins d'apprentissage. Même si les thèmes sont communs, ce qui sera à apprendre, comment ce sera à apprendre, c'est pratiquement un entretien en individuel avec un face-à-face avec un soignant ou avec une équipe de soignants. Et aussi, c'est l'expérience de chacune des personnes qui va nous dire quelle place va avoir l'activité physique, la diététique, le comportement alimentaire, la gestion du stress et l'amélioration des autres addictions que pourraient être le tabac ou l'alcool, par exemple. Car celles-ci sont des béquilles jusqu'à présent, donc il va falloir accepter de se séparer. Et puis je ne suis pas seul, vous avez vu, la Fondation Suisse de Cardiologie est un grand soutien, à la fois dans les publications et les encouragements qu'elle donne. Et puis il y a la possibilité de rentrer dans un club privé qui ne sont pas les cardiaques anonymes ou les artériopathes anonymes ou les gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral anonyme, mais des personnes vivantes qui ont décidé de s'entraider. Et vous les verrez, vous les avez vus dans le collectif Eureka, que même maintenant, ils sont totalement reconnaissants avec une grande gratitude, prêts à donner un coup de main pour mieux faire passer ce message qu'il est possible de survivre et de se mobiliser parce qu'eux-mêmes, ils ont des projets, qu'ils auraient bien préféré se passer de ce qui leur est arrivé et que s'ils pouvaient transmettre quelque chose de leur expérience, ça aurait vraiment du sens parce que c'est peut-être pas la peine d'avoir un accident cardiovasculaire pour se sentir concerné. Et enfin, ceci, pour me rappeler à moi que ce qui mobilise les gens, c'est aussi la symbolique. Le cœur, dans notre société, c'est l'esprit de l'amour, c'est la représentation de l'amour. Quand on a cassé son cœur, est-ce qu'on peut aimer, m'a dit un patient. Quand on a décidé de reconstruire son cœur ou son cerveau, il se peut que d'autres choses symboliques ont importance. Ceci, c'est le témoignage dans la Glaise d'un atelier d'art-thérapie que j'ai mené la semaine passée avec des patients pour parler de ce moment de la transition et de la crise. C'était une première expérience
Et voici ce que M. B dit, « Soutenir mon cœur afin qu'il fleurisse dans la guérison ». L'étape d'avant, nous avions construit dans la glaise la crise. Je ne vous raconte pas ce qu'il a créé. À partir de ça, il a été amené à transformer cette glaise parce qu'il fallait partir de l'état de la crise pour faire quelque chose avec ça. Et voici ce qu'il a créé. Merci, messieurs et mesdames.